En 1949, un mathématicien a offert un cadeau d'anniversaire à Albert Einstein. Ce n'était pas une carte, ce n'était pas une bouteille de vin, c'était 4 pages d'équations. Einstein les a lues, il les a vérifiées, et il n'a pas trouvé une seule erreur. Ces 4 pages utilisaient la propre théorie de la gravité d'Einstein, la théorie de la gravité la plus précisément testée jamais écrite, pour prouver quelque chose qui aurait dû ébranler le XXe siècle tout entier. Elle prouvait que l'écoulement du temps, ce mouvement régulier vers l'avant que tu ressens en ce moment même, tandis que ces mots arrivent les uns après les autres, n'est pas une propriété de l'univers. C'est une propriété de toi. L'homme qui les a écrites s'appelait Kurt Gödel. C'était l'ami le plus proche qu'Einstein avait sur Terre. Et la communauté des physiciens a regardé sa preuve, a reconnu que les mathématiques étaient solides, puis a tranquillement cessé d'en parler pendant près de 75 ans. Alors, si Gödel a prouvé que le temps n'est pas réel, et si Einstein a admis qu'il ne pouvait pas le réfuter, qu'est-ce que tout le monde évite exactement depuis tout ce temps? Installe-toi confortablement. Reste avec nous. Parce que la preuve que nous allons traverser ensemble ce soir dort dans la littérature scientifique sans réponse depuis plus longtemps que la plupart d'entre nous sommes en vie. Allons-y. Première partie, le cadeau d'anniversaire. Le 14 mars 1949, Albert Einstein a eu 70 ans. Il était à ce moment-là l'être humain le plus reconnaissable de la planète. Son visage était devenu une sorte de raccourci pour le génie lui-même. Il vivait dans une maison modeste sur Mercer Street à Princeton, dans le New Jersey, et il travaillait à l'Institute for Advanced Study, un ensemble tranquille de bâtiments nichés entre des pelouses et des arbres. Un endroit construit spécifiquement pour que des esprits brillants puissent penser sans être dérangés. Et pour marquer ses 70 ans, les gens autour de lui ont fait ce qu'on fait souvent pour un grand savant. Ils ont assemblé un livre en son honneur. Le livre a été édité par un philosophe nommé Paul Arthur Schilp et il portait un titre aussi grandiose que son sujet, Albert Einstein, philosophe scientifique. Il a été produit en édition limitée signée. Seulement 760 exemplaires dans son premier tirage. Le genre d'objet qui devient un artefact précieux à l'instant même où il quitte la presse. À l'intérieur, les grands noms de la physique et de la philosophie du XXe siècle avaient chacun contribué un essai. Certains écrivaient sur le travail d'Einstein, certains sur sa vie. Certains écrivaient des hommages, chaleureux et admiratifs. Le genre de choses qu'on écrit quand un ami atteint une étape et qu'on veut qu'il sache ce qu'il a signifié pour nous. C'était une célébration. C'était un cadeau fait de papier, d'encre et d'admiration. Et puis il y avait la contribution d'un homme en particulier. Un homme qui, à ce moment-là, était probablement l'ami le plus proche d'Einstein au monde. Sa contribution n'était pas un hommage, ce n'était pas une réminiscence. Ce n'était pas un essai chaleureux sur ce qu'Einstein avait signifié pour la physique ou pour le siècle. C'était 4 pages, denses en équations. Et ce que ces 4 pages contenaient, quand tu suivais les mathématiques jusqu'au bout, c'était une preuve. Une preuve construite entièrement à partir du propre travail d'Einstein. Une preuve qui utilisait les équations exactes qu'Einstein avait passé une décennie de sa vie à construire. Les équations qui décrivent comment la gravité courbe la forme de l'espace et du temps autour de chaque étoile, de chaque planète et de chaque trou noir dans l'univers observable. Et la conclusion de cette preuve, énoncée clairement, était la suivante. Le temps, cette chose que tu sens passer en ce moment même, ce mouvement régulier vers l'avant de cet instant au suivant, cet écoulement du passé au présent au futur, n'est pas une propriété réelle de l'univers. Je veux être prudent ici, parce que cette phrase peut être entendue de beaucoup de manières douces et confortables, et je ne veux dire aucune d'entre elles. Je ne veux pas dire que le temps est relatif, bien qu'il le soit. Je ne veux pas dire que le temps est étrange, bien qu'il le soit certainement. Je ne veux pas dire que le temps est contre-intuitif, ou qu'il se comporte différemment près d'un trou noir, ou qu'il ralentit quand tu te déplaces vite. Tout cela est vrai, et tout cela avait déjà été absorbé par la physique en 1949. Ce n'était pas une nouveauté. Ce que cette preuve disait était autre chose. Quelque chose de plus aigu, de plus étrange, et de beaucoup plus difficile à supporter. Elle disait que le passage du temps, l'écoulement réel, le sentiment que tu as que l'univers avance et t'emporte avec lui, n'est pas du tout une propriété de l'univers, c'est une propriété de toi. C'est une caractéristique de ton point de vue particulier. Une sorte de structure construite si profondément dans l'expérience humaine que presque personne n'avait jamais pensé à vérifier si les équations de la physique la soutenaient réellement. Quelqu'un a finalement vérifié, et les équations ne la soutenaient pas. Et voici la partie de l'histoire qui la rend presque insupportable. L'homme qui a vérifié n'a pas publié son résultat discrètement dans un coin obscur de la littérature où il aurait pu être ignoré sans que personne ne le remarque. Il l'a remis directement à Einstein. Il a placé ces 4 pages dans le volume du 70e anniversaire de l'homme dont c'étaient les équations, devant essentiellement tous les grands physiciens vivants à l'époque. Et puis, la communauté des physiciens a fait quelque chose de véritablement remarquable. Elle a regardé la preuve, elle a vérifié les mathématiques. Elle a confirmé qu'elle était valide, qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'elle découlait correctement de la propre théorie d'Einstein. Et puis, l'ayant confirmé, elle a plus ou moins cessé d'en parler pendant près de 75 ans.
L'homme qui a écrit ces 4 pages s'appelait Kurt Gödel. Si tu as entendu ce nom avant cette vidéo, ce n'est presque certainement pas à cause de ce qu'il a fait autant. C'est à cause de quelque chose qu'il avait fait 18 ans plus tôt, en 1931, quand il avait 25 ans, et quand il a pris les fondements des mathématiques et a tranquillement démontré qu'il ne pourrait jamais être rendu pleinement sûr. Nous y reviendrons, parce que tu ne peux pas comprendre l'homme qui a brisé le temps sans d'abord comprendre l'homme qui a brisé l'arithmétique. Et c'était la même personne. Et c'était le même type d'esprit faisant le même type de choses les 2 fois. Mais pour l'instant, retiens la forme de ce moment. Un anniversaire, une célébration, un livre rempli d'hommages, et glissé dans ce livre, de la part de l'ami le plus proche de l'invité d'honneur, une preuve que l'une des caractéristiques les plus fondamentales d'être en vie est une sorte d'illusion. Tu pourrais raisonnablement demander comment Einstein l'a pris. Nous connaissons en fait la réponse, parce qu'Einstein a répondu par écrit dans le même volume. Il ne l'a pas rejeté. Il ne l'a pas balayé d'un revers de main. Il a écrit que le résultat constituait, selon ses propres mots, une contribution importante à la théorie générale de la relativité et spécifiquement à l'analyse du concept de temps. Il a admis autre chose aussi, quelque chose de plus discret et de plus révélateur. Il a admis que le problème que Gödel avait mis en lumière était un problème qui l'avait perturbé dès le tout début, depuis le moment où il avait construit la théorie générale pour la première fois, et que dans toutes les années depuis, il n'avait jamais réussi à le clarifier. Et puis il a exprimé un espoir, juste un espoir. Il espérait que la solution de Gödel pourrait d'une manière ou d'une autre se retrouver exclue sur des bases physiques. Il espérait, en d'autres termes, que l'univers se révélerait plus restrictif que ses propres équations ne semblaient l'être. Je veux que tu restes avec l'étrangeté de ça une seconde. Einstein ne pouvait pas trouver une erreur dans les mathématiques. Il ne pouvait pas pointer une faille logique. Le père de la relativité générale, regardant une preuve construite à partir de l'œuvre de sa vie, en était réduit à espérer que la réalité serait assez aimable pour interdire ce que sa théorie permettait. Ce n'est pas la posture d'un homme qui a repéré une erreur. C'est la posture d'un homme qui a cherché très intensément une erreur et qui n'en a pas trouvé, et qui n'aime pas ce que cela signifie. Voilà donc notre point de départ. Pas avec une équation, mais avec un cadeau. Un cadeau de 4 pages offert un jour d'anniversaire entre 2 amis, qui suggérait tranquillement que la rivière du temps que tu sens t'emporter vers l'avant pourrait ne pas être du tout une rivière. La question de comment ce cadeau est arrivé à exister, de ce qu'il a réellement prouvé, de pourquoi l'homme qui l'a écrit comprenait la réalité tellement mieux qu'il ne comprenait sa propre vie, et de pourquoi le monde a simplement détourné le regard pendant 3/4 de siècle, c'est l'histoire que nous allons suivre ce soir. C'est une histoire de physique, oui, mais c'est tout autant une histoire de 2 exilés marchant ensemble sous les arbres de Princeton. D'un esprit qui ne pouvait pas regarder un système sans trouver le secret caché à l'intérieur. Et de ce que ça coûte à une personne de voir aussi clairement. Installe-toi. Nous allons prendre notre temps, parce que ça mérite qu'on prenne son temps. Et nous allons commencer par rencontrer l'homme. Deuxième partie. Monsieur Pourquoi. Kurt Friedrich Gödel est né le 28 avril 1906 dans une ville appelée Brunn. À l'époque, elle se trouvait à l'intérieur de l'immense empire multilangue d'Autriche-Hongrie. Aujourd'hui, la même ville s'appelle Brno et elle se trouve en République tchèque. Les frontières ont bougé. La ville est restée où elle était. C'est un petit détail à noter au début d'une vie, mais retiens-le. Parce que c'est l'histoire d'un homme qui a passé sa carrière à découvrir que les choses que nous pensons être fixes, les choses sur lesquelles nous construisons nos certitudes, ne sont souvent que des étiquettes que nous avons accepté de poser sur une réalité plus profonde et plus étrange. Sa famille était aisée. Son père, Rudolf, était directeur général d'une entreprise textile, un homme pratique et prospère. Sa mère, Marianne, était cultivée, ayant étudié un temps en France, et elle donnait au foyer une atmosphère lettrée et raffinée. Il y avait des domestiques, il y avait une gouvernante. Il y avait un frère aîné, aussi prénommé Rudolf, né 4 ans plus tôt, qui deviendrait radiologue. Un médecin qui regarde l'intérieur caché du corps. C'est une petite ironie tranquille que le frère ait passé sa vie à imager ce qui est caché à l'intérieur des gens, et que Kurt ait passé sa vie à imager ce qui est caché à l'intérieur des idées. Et dès le plus jeune âge, il était évident que le cadet était différent. La famille avait un surnom pour lui. Il l'appelait, en allemand, Der Herr Warum. Ça se traduit à peu près par Monsieur Pourquoi. Il l'appelait ainsi parce que dès qu'il a su parler, il posait des questions. Pas le flot ordinaire de questions que tout enfant curieux produit, mais un flux incessant, systématique, presque déconcertant. Il voulait savoir pourquoi pour tout. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi la chose derrière la chose? Il ne s'arrêtait pas. Un enfant qui demande pourquoi une fois est curieux. Un enfant qui demande pourquoi à la réponse du pourquoi, et puis pourquoi à cette réponse-là, fait autre chose. Il teste si les explications tiennent réellement debout. Il suit la chaîne des raisons aussi loin qu'elle ira, pour voir si elle aboutit quelque part de solide ou si elle se perd simplement dans le noir. Cet instinct, le refus d'accepter une explication simplement parce qu'un adulte l'offrait avec assurance, c'est le même instinct qui, des décennies plus tard, le ferait prendre les équations d'Einstein et demander très poliment et très obstinément « Mais est-ce que ceci exige réellement que le temps soit réel ?»
Quand il avait 6 ans, quelque chose s'est produit qui allait façonner le reste de sa vie d'une manière que personne n'aurait pu prévoir à l'époque. Il est tombé malade d'un rhumatisme articulaire aigu. C'est une maladie sérieuse, une affection inflammatoire qui peut, dans certains cas, laisser des séquelles durables au cœur. Kurt a guéri. Il a guéri complètement. La maladie est passée et son corps allait, selon toute mesure médicale, parfaitement bien. Mais 2 ans plus tard, quand il avait 8 ans, il a fait quelque chose de très caractéristique pour un garçon qu'on appelait Monsieur Pourquoi. Il a trouvé un manuel de médecine. Et il a lu des informations sur la maladie qu'il avait survécue. Et il a lu que le rhumatisme articulaire aigu peut endommager le cœur. Et il s'est convaincu, sur la base de cette lecture, que son propre cœur avait été endommagé de manière permanente et secrète. Ce n'était pas le cas. La croyance était simplement fausse, mais il s'y est accroché. Il a porté cette conviction, cette certitude tranquille que son corps était compromis, que quelque chose en lui défaillait pour le reste de sa vie. Pense à ce que ça te dit. Un enfant de 8 ans rencontre une information générale, lui applique une logique impeccable, raisonne jusqu'à une conclusion et la conclusion est fausse. Non pas parce que la logique a échoué, mais parce que la logique était hermétique et coupée de la seule chose qui aurait pu la corriger, à savoir la réalité. Il avait construit un petit système de croyances, parfait, intérieurement cohérent, à propos de son propre cœur. Et le système ne se souciait pas qu'il soit faux. C'est la première apparition de quelque chose que nous reverrons à la toute fin de cette histoire, sous une forme beaucoup plus sombre. Pour l'instant, note-le simplement. Le même esprit qui pouvait suivre une chaîne de raisonnement plus loin et plus honnêtement que presque n'importe qui était aussi un esprit qui pouvait être piégé à l'intérieur d'une chaîne de raisonnement. Enfermé dedans, incapable d'en sortir. Ces 2 choses étaient vraies à son sujet depuis l'enfance. Elles étaient les 2 faces du même don extraordinaire. À l'école, au gymnasium de Brno, il était, sans surprise, exceptionnel. Les comptes rendus de ses années scolaires ont une qualité presque irréelle. On dit qu'il n'a jamais reçu une note en dessous de la plus haute dans aucune matière pendant toute sa scolarité. Il y a un détail qui revient sans cesse à propos de son latin. Pendant toute sa scolarité, il n'a jamais commis une seule erreur en grammaire latine. Pas une erreur rare, pas une erreur occasionnelle, pas une. Vers 16 ans, il lisait Emmanuel Kant, l'un des philosophes les plus exigeants de la tradition occidentale, un penseur dont l'influence sur la philosophie française, de Maine de Biran à la phénoménologie, reste immense. Et il travaillait les mathématiques à un niveau universitaire des années, avant d'entrer effectivement à l'université. Il y est entré en 1924, à l'âge de 18 ans. Il est allé à l'université de Vienne. Et voici un embranchement qui compte pour notre histoire, parce que Kurt Gödel n'est pas initialement allé à Vienne pour étudier les mathématiques. Il y est allé avec l'intention d'étudier la physique théorique. Le jeune homme qui allait un jour remettre à Einstein une preuve sur la physique du temps est arrivé à l'université en voulant être physicien. Ce qui l'a fait changer, c'est une série de cours. Il a assisté à des cours de théorie des nombres donnés par un professeur nommé Philipp Furtwängler. Et il y a une image qui hante ces cours parce que Furtwängler était paralysé du cou jusqu'aux pieds. Il ne pouvait pas écrire. Il donnait ses cours depuis un fauteuil roulant, énonçant les mathématiques à haute voix pendant qu'un assistant se tenait au tableau et transcrivait ce qu'il disait. Le jeune Gödel était assis là et regardait un raisonnement mathématique pur se déployer comme quelque chose de presque entièrement désincarné. Un esprit qui parle, la main d'un assistant qui transcrit, les idées elles-mêmes flottant, libérées du corps brisé qui les produisait. Pour un jeune homme qui soupçonnait déjà, dans ses os, que la vérité mathématique était quelque chose qui existait indépendamment des êtres humains, quelque chose qu'on découvre plutôt qu'on invente, cette image a dû atterrir comme une confirmation. Il s'est tourné vers les mathématiques et il ne s'est plus retourné. À Vienne, il a trouvé son chemin dans l'un des rassemblements intellectuels les plus célèbres du XXe siècle. On l'appelait le Cercle de Vienne. C'était un groupe de philosophes et de scientifiques qui se réunissaient régulièrement pour discuter des fondements de la connaissance, de la signification du langage et de la base appropriée de la science. Sa figure de proue était le philosophe Moritz Schlick. Un autre membre central était Rudolf Carnap. Et le jeune Gödel assistait fidèlement à leurs réunions tout au long des années 20. Il venait, il écoutait, il ne parlait presque jamais. Et voici la chose tranquillement stupéfiante à propos de ces années. Il était en désaccord privé et presque complet avec pratiquement tout ce que le Cercle de Vienne croyait. Le Cercle de Vienne défendait une philosophie appelée le positivisme logique. En son cœur se trouvait une idée unique et tranchante. L'idée était qu'un énoncé n'a de sens réel que s'il peut être vérifié soit par l'expérience sensorielle, par l'observation et la mesure, soit par la pure logique. Et tout ce qui ne pouvait pas être vérifié de cette manière, tout ce qui relevait de la métaphysique, des grandes affirmations sur la nature ultime de la réalité, devait être traité non pas comme faux exactement, mais comme dépourvu de sens. Comme littéralement pas même le genre de choses qui pourraient être vraies ou fausses. C'était une manière de penser puissante, clarifiante et à l'époque terriblement influente. C'était l'avant-garde. Et Kurt Gödel, assis tranquillement dans ses réunions, la rejetait jusqu'à la racine. Parce que Gödel était, par conviction profonde, un platonicien. Ce mot vient du philosophe Platon et dans ce contexte, il signifie quelque chose de spécifique.
Cela signifie qu'il croyait que les objets mathématiques, les nombres, les ensembles, les formes géométriques, les structures des mathématiques sont réelles. Pas réelles au sens d'être faits de matière, mais réelles au sens d'exister indépendamment des esprits humains. Il croyait que le nombre 7 n'avait pas été inventé par les gens. Il croyait qu'il avait été découvert, de la même manière qu'un continent est découvert. Qu'il était là-bas dans un sens non physique, mais entièrement objectif, avant qu'il y ait des humains pour y penser, et qu'il serait encore là-bas après que le dernier humain serait parti. Il croyait que la vérité mathématique, existe par elle-même, et que nos systèmes formels, nos axiomes et nos preuves, ne sont que nos tentatives humaines limitées de saisir quelque chose de bien plus grand que les filets que nous utilisons pour l'attraper. Il a gardé ça pour lui pendant les années viennoises. C'était un jeune homme dans une pièce pleine de penseurs établis qui croyaient le contraire. Mais c'était le socle de ce qu'il était. Et c'est la clé de tout ce qui suit. Parce qu'un homme qui croit que la vérité est plus grande que tout système qu'on peut construire pour la capturer, est un homme qui, quand on lui met en main n'importe quel système, un système d'arithmétique, un système de physique, même, comme nous allons le voir, une constitution nationale, va instinctivement chercher la vérité à l'intérieur que les bâtisseurs du système n'ont jamais prévue et ne pourront jamais contenir. Ce n'est pas un passe-temps pour un tel homme, c'est une compulsion. C'est simplement ce que son esprit fait quand il touche une structure. Le jeune homme qui était arrivé en voulant être physicien avait trouvé son vrai territoire. C'était les fondements. C'était l'endroit où tu demandes non pas ce qui est vrai à l'intérieur du système, mais ce qui est vrai à propos du système lui-même, et si le système peut même voir sa propre vérité. Il était sur le point d'entrer dans ce territoire et d'y trouver quelque chose qui le rendrait célèbre et qui ébranlerait la confiance des mathématiques pendant 100 ans. Et pour comprendre pourquoi cette découverte compte pour notre histoire sur le temps, tu dois comprendre le rêve qu'il était sur le point de briser. Troisième partie, l'homme qui a brisé les mathématiques. Pour sentir tout le poids de ce que Gödel a fait en 1931, tu dois d'abord te tenir à l'intérieur du rêve dans lequel il est entré et comprendre à quel point ce rêve était puissant et raisonnable. Ce n'était pas un rêve naïf. C'était le grand projet organisateur des mathématiques à l'aube du XXe siècle, et l'homme en son centre s'appelait David Hilbert. David Hilbert était, de la vie générale, le mathématicien le plus influent de son époque, et il s'était fixé, à lui-même et à toute la discipline, un objectif magnifique. Les mathématiques grandissaient depuis des siècles, branche après branche, et par endroits, elles avaient commencé à paraître un peu instables. D'étranges paradoxes apparaissaient à leur marge. Hilbert voulait régler ça de façon permanente. Il voulait placer toutes les mathématiques sur un fondement si sûr qu'elles ne pourraient plus jamais être ébranlées. Son programme, comme on en est venu à l'appeler, avait un ensemble précis d'exigences. Il voulait prouver que les mathématiques étaient complètes, ce qui signifie que chaque énoncé mathématique vrai pourrait en principe être prouvé à partir d'un ensemble fini et fixe de suppositions de départ, un ensemble d'axiomes. Il voulait prouver que les mathématiques étaient cohérentes, ce qui signifie qu'elles ne pourraient jamais, par aucune chaîne de raisonnement valide, arriver à une contradiction. Et il voulait qu'elles soient décidables, ce qui signifie qu'il devrait exister une procédure définie, une méthode que l'on pourrait en principe suivre pour déterminer si un énoncé donné est prouvable ou non. Si Hilbert pouvait accomplir tout cela, alors les mathématiques deviendraient quelque chose de presque semblable à une machine parfaite. Tu introduirais les axiomes, tu tournerais la manivelle de la logique et il en sortirait chaque vérité mathématique qui existe, avec la garantie qu'aucune contradiction ne pourrait jamais émerger et que rien de vrai ne pourrait jamais être laissé de côté. Ce serait un système clos, complet, se vérifiant lui-même. Le rêve était que les mathématiques puissent pleinement rendre compte d'elles-mêmes. Hilbert y croyait avec quelque chose qui ressemblait à une ferveur religieuse. Et en septembre 1930, il a prononcé un discours de mise à la retraite lors d'une conférence dans la ville de Königsberg, la ville du philosophe Kant. Ce discours s'est terminé par ce qui est devenu le cri de ralliement le plus célèbre de l'histoire des mathématiques. En allemand, il a dit « Wir müssen wissen, wir werden wissen ». Nous devons savoir, nous saurons. C'était une déclaration de confiance totale dans le pouvoir de la raison humaine à capturer toute la vérité mathématique. Ces 6 mots étaient si marquants qu'ils ont ensuite été gravés sur la pierre tombale de Hilbert, où ils restent à ce jour. Nous devons savoir, nous saurons. Et voici le détail qui transforme ceci d'un morceau d'histoire en quelque chose qui ressemble presque à une tragédie écrite par un dramaturge méticuleux. La veille du jour où Hilbert a prononcé ce discours plein d'assurance, à la même conférence, lors d'une petite table ronde, un Autrichien discret et mince de 24 ans s'était levé. Et presque en passant, presque comme une remarque secondaire, dans un langage si mesuré que la plupart de la salle n'a pas enregistré ce qu'elle entendait, il a annoncé qu'il avait prouvé que le programme de Hilbert était impossible. Pas difficile, pas lointain, impossible. Il n'y avait aucun moyen de le réaliser, jamais, et il pouvait montrer pourquoi. Presque personne dans ce public n'a compris sur le moment ce qui venait d'être dit. Les mots sont passés devant eux, mais une personne a entendu. Une personne était assise là avec un esprit assez vif pour l'attraper au vol. Son nom était John von Neumann,
et il allait devenir l'un des intellects dominants du siècle à part entière. Un fondateur de la théorie des jeux, une figure clé du développement de l'ordinateur. Von Neumann a pris le jeune Autrichien à part après la discussion. Il avait saisi la signification immédiatement, complètement. Et dans les semaines qui ont suivi, von Neumann a fait quelque chose qui te dit exactement à quel point le résultat était puissant. Il est rentré chez lui et de lui-même a trouvé une conséquence supplémentaire du résultat. Ce que nous appelons maintenant le deuxième théorème d'incomplétude. Il a écrit à Gödel à ce sujet le 20 novembre 1930. Mais Gödel était déjà arrivé là. Il avait déjà soumis son manuscrit contenant essentiellement ce résultat à une revue 3 jours plus tôt, le 17. Von Neumann, avec une vraie grâce, n'a pas insisté sur la question de qui avait trouvé quoi en premier. Il s'est simplement effacé. Il a dit plus tard que Gödel était absolument irremplaçable, qu'il était le seul mathématicien vivant à propos duquel von Neumann oserait faire une telle déclaration. Il a qualifié le théorème d'incomplétude de singulier et monumental. Il a dit que c'était un point de repère qui resterait visible loin dans l'espace et le temps. Alors, qu'est-ce que le jeune homme a réellement prouvé? Laisse-moi te le donner aussi clairement que possible, parce que la version claire est celle qui compte. Gödel a prouvé que tout système formel, tout système d'axiomes et de règles de logique qui est cohérent et qui est aussi suffisamment riche pour décrire l'arithmétique de base, le comptage et l'addition ordinaire des nombres entiers, doit contenir des énoncés qui sont vrais, authentiquement vrais, et que le système lui-même ne peut pas prouver. Il y aura toujours des vérités à l'intérieur du système que le système ne peut pas atteindre. Et il a prouvé quelque chose de plus. Il a prouvé qu'un tel système ne peut pas prouver sa propre cohérence. Il ne peut pas, de l'intérieur, pleinement garantir qu'il ne produira jamais de contradiction. C'est ce qui a fracassé le rêve de Hilbert. Le rêve était une mathématique complète, se vérifiant elle-même. Gödel a prouvé que la complétude et l'auto-vérification de ce type ne sont pas disponibles. Pas parce que les mathématiciens n'avaient pas été encore assez intelligents. Pas parce que les bons axiomes n'avaient pas été trouvés. Il l'a prouvé comme une question de structure. Il a prouvé que la limitation est permanente, qu'elle est inscrite dans la nature même de ce qu'est un système formel. Je veux que tu remarques la forme de ce qui s'est passé ici, parce que cette forme est la clé de toute cette vidéo. Hilbert avait construit un système, une grande structure destinée à toutes les mathématiques, et il l'avait construit avec un but précis, capturer et contenir toute la vérité mathématique. Et Gödel a regardé ce système et a trouvé quelque chose à l'intérieur que son architecte n'avait jamais prévu et ne pourrait jamais retirer. Il a trouvé que la vérité mathématique déborde de tout contenant formel dans lequel on essaye de la verser. Retiens cette forme dans ton esprit. Un créateur construit un système formel dans un but. Un second esprit, un esprit plus profond, arrive et prend ce système plus au sérieux que son propre créateur ne l'a fait, suit ses règles plus loin et plus honnêtement, et découvre une vérité cachée vivant à l'intérieur. Une vérité que le créateur n'y a jamais mise et n'aurait jamais voulu. Une vérité qu'on ne peut pas retirer sans détruire l'ensemble. C'est ce que Gödel a fait à l'arithmétique en 1931. Et c'est, point par point, exactement ce qu'il ferait à la théorie de la gravité d'Einstein 18 ans plus tard. Même esprit, même mouvement, même vérité inconfortable, impossible à retirer, cachée à l'intérieur des équations de quelqu'un d'autre, en attente. Le philosophe Hao Wang, qui connaissait bien Gödel dans ces dernières années, a donné un nom à cela. Il l'a appelé la méthode de la généralisation audacieuse. C'était la pratique de prendre un système au sérieux, plus au sérieux que ses créateurs ne le faisaient, et de suivre ses conséquences où qu'elles mènent, même, et peut-être surtout sur un terrain que les concepteurs du système auraient beaucoup préféré éviter. C'était le moteur de toute la carrière de Gödel. Il ne pouvait pas rencontrer une structure formelle sans lui faire ça. 4e partie. 2 exilés, en marche. À la fin des années 30, le monde dans lequel Gödel avait grandi était en train de disparaître. En mars 1938, l'Autriche a été absorbée par l'Allemagne nazie lors de l'événement connu sous le nom d'Anschluss. Et les conséquences pour Gödel furent immédiates et concrètes. Son poste académique à Vienne s'est évaporé. Le titre particulier qu'il détenait, celui qui lui accordait le droit de donner des cours à l'université, a été aboli par le nouveau régime. Les autorités l'ont classé apte au service militaire. Lui et Adèle devaient partir. Mais la route évidente était fermée. Ils ne pouvaient pas simplement naviguer vers l'ouest à travers l'Atlantique parce que l'Atlantique était une zone de guerre patrouillée par des sous-marins allemands. Alors ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils sont allés dans l'autre direction. Ils sont allés vers l'est. En janvier 1940, Kurt et Adèle Gödel ont pris un train à Vienne et ont commencé l'un des voyages les plus improbables de l'histoire de la science. Ils ont traversé toute la largeur de l'Union soviétique en plein hiver par le transsibérien. Des milliers de kilomètres de pays gelés défilant derrière les vitres, jusqu'à Vladivostok sur la côte pacifique. De Vladivostok, ils ont pris un bateau pour le Japon. Du Japon, un autre bateau à travers toute la largeur de l'océan Pacifique jusqu'à San Francisco. Et de San Francisco, ils ont traversé les États-Unis en train, d'une côte à l'autre, jusqu'à Princeton, New Jersey. Le voyage entier couvrait quelque chose comme 25 km. Ils avaient échappé à un continent en faisant le tour du monde par l'arrière. Ils sont arrivés définitivement le 4 mars 1940.
Et voici un détail qui fera plus mal à la fin de cette vidéo qu'il n'en fait maintenant. Ce voyage, cet arc de 25 km à travers la Sibérie et le Pacifique, était le plus loin que Kurt Gödel ait jamais voyagé depuis Princeton. Il ne quitterait plus jamais les États-Unis. Il passerait les 38 années restantes de sa vie à quelques kilomètres de l'Institute for Advanced Study. Et au fil des années, à mesure que sa maladie s'approfondissait, ce rayon se réduit. D'abord, c'était la ville. Puis c'était, de plus en plus, les quelques pièces de sa maison dans une rue tranquille appelée Linden Lane. Et à la toute fin, ce seraient les limites d'un hôpital. L'homme qui a prouvé que les frontières entre passé et futur ne sont pas aussi fixes que nous le pensons, a passé sa vie à l'intérieur de frontières qui se sont lentement et régulièrement resserrées autour de lui. Mais les années 40, quand il est arrivé, n'étaient pas encore les années de contraction. Elles étaient, à leur manière étrange et tranquille, les meilleures années qu'il ait eues. Parce que c'est à l'Institute for Advanced Study, dans l'atmosphère particulière de serre de ce lieu, plein d'exilés et de réfugiés et de la brillance déplacée d'une Europe brisée, que l'amitié au centre de notre histoire a commencé à s'approfondir véritablement. Je veux que tu imagines l'Institut un instant. Imagine un après-midi d'automne à Princeton. L'air est frais. La lumière descend, dorée, à travers les arbres. Et sur l'un des chemins entre les bâtiments, deux hommes marchent ensemble, lentement, de la manière dont on marche quand la conversation compte plus que la destination. L'un d'eux, tu le reconnaîtrais immédiatement. Albert Einstein, à ce moment de sa vie, un peu froissé, souvent sans chaussettes, ses cheveux blancs non peignés soulevés par la brise, portant une vieille veste en cuir, et à ses côtés, un contraste saisissant. Une silhouette plus petite, plus mince, beaucoup plus précise. Kurt Gödel, net et exact, portant un costume de lin blanc et un fedora assorti, habillé avec une formalité qu'il maintenait même sous la chaleur lourde d'un été du New Jersey. Les deux hommes, marchant, se parlant en allemand, la langue du monde qu'ils avaient tous les deux perdue, parlant de physique, de philosophie, des fondements des mathématiques, des échecs de la mécanique quantique, et encore de la nature du temps. Ils marchaient ensemble comme ça presque tous les jours, du milieu des années 40 jusqu'à la mort d'Einstein, et c'est devenu l'une des scènes célèbres de l'Institut. Les deux, le scientifique le plus reconnaissable de la Terre et le logicien étrange et silencieux à ses côtés. Ce qui est remarquable n'est pas seulement qu'ils marchaient, c'est ce que ces marches signifiaient pour Einstein, parce qu'Einstein, dans ces années, était lui-même un homme profondément isolé. Sa longue quête d'une théorie du champ unifié n'allait nulle part. Et la plupart de ses jeunes collègues avaient tranquillement conclu que le grand homme avait dépassé son meilleur travail. Einstein s'était aussi fermement opposé à la direction que la physique avait prise avec la mécanique quantique. Il ne pouvait pas accepter que l'univers fût à sa base gouverné par la probabilité et le hasard. Cette conviction le mettait en désaccord avec pratiquement toute la communauté des physiciens en exercice. Et Gödel, à sa manière, était tout aussi isolé. Il s'était dressé contre la philosophie dominante de l'époque. Il était un platonicien dans un siècle qui avait largement décidé que le platonisme était naïf. Deux hommes, tous deux réalistes. Tous deux convaincus que le monde physique et le monde mathématique ont une existence objective qui ne dépend pas de notre observation ni de notre accord. Tous deux dans différentes pièces de la même maison, menant le même combat contre la même idée à la mode, l'idée qu'on devrait cesser de poser des questions sur la nature profonde de la réalité et se contenter de prédictions et de mesures. Ils avaient trouvé l'un dans l'autre la seule personne qui ne pensait pas que la question était naïve. Einstein l'a dit, et il l'a dit d'une manière qui est presque douloureuse dans son honnêteté. Il a confié à l'économiste Oscar Morgenstern, un ami commun, que son propre travail ne signifiait plus grand-chose pour lui et qu'il venait à l'Institut, a-t-il dit, simplement pour avoir le privilège de rentrer chez lui à pied avec Gödel. Laisse ça reposer un instant. L'esprit le plus célébré du XXe siècle, vers la fin de sa vie, disant que la chose qui avait encore de la valeur pour lui, la raison qui valait le déplacement, c'était une promenade quotidienne avec un ami. Le physicien Freeman Dyson, qui était à l'Institut à cette époque, a fait une observation qui capture la rareté de la chose. Il a dit que Gödel était le seul de leurs collègues qui marchait et parlait avec Einstein comme un égal. Pas comme un disciple, pas comme un admirateur gardant un pas respectueux derrière une légende. Comme un égal. Alors, de quoi parlait-il réellement durant toutes ces promenades, au fil de toutes ces années? De physique, certainement. De philosophie, certainement. Mais le fil qui revenait sans cesse, celui qui importait le plus pour ce qui allait suivre, c'était le temps. Einstein pensait au temps depuis 1905, depuis la naissance même de la relativité. C'était en un sens son grand sujet, et maintenant Gödel se tournait vers lui aussi. Mais il y apportait un ensemble d'outils complètement différents. Les outils de la logique mathématique, les mêmes outils qu'il avait utilisés pour démanteler le rêve de Hilbert. Il allait regarder la théorie du temps d'Einstein de la manière dont il regardait chaque système. Il allait la prendre plus au sérieux que son créateur, et la suivre plus loin que son créateur ne l'avait fait, et voir ce qui était caché à l'intérieur. Et c'est exactement ce cadre, intellectuel et personnel à la fois, dans la chaleur de l'amitié la plus proche que l'un ou l'autre homme ait eue, que Gödel a commencé à s'enseigner la relativité générale de l'intérieur vers l'extérieur.
Et puis, travaillant à sa manière tranquille, patiente, implacable, il a trouvé une nouvelle solution. Un univers que personne n'avait imaginé. Et il a décidé d'en faire un cadeau d'anniversaire. Pense à ce que cela signifie. Le résultat que Gödel était sur le point de produire n'était pas remis par un outsider hostile cherchant à embarrasser Einstein. Ce n'était pas l'attaque d'un rival, ça venait de l'intérieur de l'amitié. C'était, au sens le plus littéral, une conversation entre deux amis qui a pris l'une des caractéristiques les plus fondamentales de l'expérience humaine et a tranquillement démontré qu'elle pourrait ne pas être réelle. C'était un cadeau donné avec ce que nous avons toutes les raisons de croire être une affection réelle. Et il se trouvait simplement que c'était un cadeau qui, si tu le comprenais, tuait le temps. 5e partie. 4 pages. L'article portait un titre modeste, comme les titres de Gödel l'étaient toujours. Il s'intitulait un exemple d'un nouveau type de solution cosmologique des équations du champ gravitationnel d'Einstein. Un exemple. Un nouveau type. La formulation fait croire à une modeste contribution. Il a été publié en 1949 dans la revue Reviews of Modern Physics, volume 21, page 447 à 450. 4 pages. Et dans ces 4 pages, derrière ce titre doux, Gödel présentait la première solution exacte aux équations d'Einstein dans laquelle le voyage dans le passé est permis. Pas dans un coin spécial, mais pour chaque observateur en chaque point, à travers l'univers tout entier. L'univers que sa solution décrit est rempli partout, uniformément, d'une fine brume de matière. Les physiciens appellent ce genre de matière idéalisée de la poussière. Cette poussière n'est pas immobile. L'univers tout entier tourne lentement. Et pour empêcher cet univers en rotation de se disloquer ou de s'effondrer sur lui-même, la rotation est maintenue en un équilibre précis contre la constante cosmologique, un terme de fond dans les équations d'Einstein. Et l'équilibre est exact. C'est la chose à apprécier. Dans l'univers de Gödel, chaque quantité est verrouillée à chaque autre quantité dans une relation précise. La constante cosmologique, la densité de la poussière, le taux de rotation, tout est lié ensemble par les mathématiques en un tout autocohérent. L'univers de Gödel est homogène, ce qui signifie que chaque point y ressemble exactement à chaque autre point. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord, il n'a pas de singularité, il est géodésiquement complet. Par chaque mesure ordinaire de ce qui fait qu'une solution aux équations d'Einstein est propre, légitime et réelle, l'univers de Gödel passe. Il n'y a exactement qu'une chose qui ne va pas avec lui, et c'est la chose dont toute cette vidéo parle. L'univers de Gödel contient des courbes fermées de type temps. Tu dois comprendre cette expression parce que c'est la charnière sur laquelle tout tourne. En relativité générale, l'espace-temps n'est pas une scène passive sur laquelle les événements se produisent. C'est lui-même une structure géométrique. Et attaché à chaque événement, chaque point dans l'espace-temps, il y a quelque chose qu'on appelle un cône de lumière. Le cône de lumière est, en un sens, la carte locale de ce qui est possible. Une courbe de type temps est une trajectoire à travers l'espace-temps qui reste à l'intérieur de ces cônes de lumière en chaque point le long de sa longueur. Elle représente un voyage physiquement réalisable, une histoire réellement possible pour un objet ayant une masse. Et voici la propriété cruciale d'une courbe de type temps ordinaire. Elle pointe vers l'avant, toujours vers l'avant. Tu en traces une en ce moment. Ta vie, le chemin que tu suis à travers l'espace-temps de ta naissance à ta mort, est une courbe de type temps. Et elle va dans un seul sens. Du passé vers le futur, de la cause vers l'effet. Tu avances le long d'elle. Tu vieillis. Tu ne reviens jamais en arrière. Une courbe fermée de type temps est une courbe de type temps qui boucle. C'est une trajectoire qui obéit à chaque règle locale, qui reste à l'intérieur des cônes de lumière tout du long, qui pointe toujours vers l'avant dans le temps du point de vue de quiconque la parcourt, et qui pourtant retourne à son propre point de départ. Un observateur parcourant une courbe fermée de type temps ne ressentirait, de son propre point de vue local, rien d'étrange à propos de la direction du temps. Il se sentirait toujours avancé, il vieillirait normalement, il percevrait chaque cause venant avant son effet exactement comme toi, et il arriverait néanmoins à l'événement précis d'où il est parti. Comment cela arrive-t-il dans l'univers de Gödel? C'est à cause de la rotation. La rotation de toute cette matière fait quelque chose aux cônes de lumière. Près d'un point donné, les cônes se comportent comme on s'y attendrait. Mais à mesure que tu t'éloignes de ce point dans une direction particulière, les cônes commencent à basculer. La rotation de la matière environnante les tord progressivement. Va assez loin, atteint une certaine distance critique, et le basculement franchit un seuil. Une direction qui, près du centre, était une direction spatiale, bascule tellement qu'elle devient une direction temporelle. Et une fois qu'une direction qui boucle devient une direction dans laquelle tu peux légalement voyager dans le temps, tu peux voyager en cercle dans le temps aussi naturellement que tu peux marcher en cercle sur le sol. Gödel a compris exactement à quel point c'était étrange et il n'a pas reculé. Il a écrit à ce sujet directement dans l'article. Il a noté qu'un voyageur pourrait, en traversant ces courbes, trouver une personne qui serait lui-même à un moment antérieur de sa vie. Et voici ce qui sépare Gödel de presque tous ceux qui ont jamais trébuché sur une boucle temporelle en physique. Il n'a pas présenté le paradoxe comme un problème à résoudre, il l'a brandi. Son raisonnement était propre et impitoyable. Si les lois de la physique permettent une situation qui contredit la notion même d'ordre temporel, alors l'ordre temporel n'est pas une loi de la physique. C'est autre chose.
c'est quelque chose de moins fondamental. Le paradoxe n'était pas pour Gödel une raison de rejeter les boucles temporelles. Les boucles temporelles étaient pour Gödel une raison de rejeter nos suppositions sur le temps. Einstein a lu ceci. Il a lu ces 4 pages. Il a appelé le résultat une contribution importante à l'analyse du concept de temps. Et son seul espoir, le seul mouvement qui lui restait, était l'espoir que la solution de Gödel pourrait d'une manière ou d'une autre être exclue sur des bases physiques. Il espérait que la réalité le sauverait de son propre travail. Ce ne serait pas le cas. 6e partie. Pas le voyage dans le temps. La mort du temps. Il y a une version de cette histoire qui a survécu dans l'imagination populaire, et c'est la version que tu as probablement entendue si tu as entendu quoi que ce soit. Cette version dit que Gödel a prouvé que le voyage dans le temps est possible. Ce n'est pas exactement faux, mais c'est presque trivialement incomplet. Et la manière dont c'est incomplet cache en fait la vraie découverte. Voici la différence. Le voyage dans le temps comme affirmation peut être rejeté. C'est même facile à rejeter, et les gens le rejettent confortablement depuis 75 ans. Tu peux dire que les exigences en énergie sont absurdes. Tu peux dire que notre univers ne tourne pas réellement de la manière dont celui de Gödel le fait. Chacune de ces objections traite la boucle temporelle comme le titre, comme la chose dont la preuve parle. Et si la boucle temporelle est la chose dont la preuve parle, alors oui, tu peux classer le résultat tout entier sous intéressant mais sans pertinence et passer à autre chose. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais la boucle temporelle n'est pas la chose dont la preuve parle. La boucle temporelle est le mécanisme. C'est l'outil que Gödel a utilisé. La conclusion, la vraie découverte, est autre chose, et elle ne peut être rejetée par aucun de ces moyens faciles. La découverte est la suivante: l'écoulement du temps, le passage du temps, le mouvement régulier vers l'avant du passé au futur que tu ressens comme le fait le plus fondamental de ton existence, n'est pas exigé par les lois de la physique, et par conséquent, ce n'est pas une caractéristique fondamentale de la réalité. C'est optionnel. C'est, dans un sens précis, un accident. Tu sens la différence entre ces deux affirmations? Le voyage dans le temps est possible est un énoncé sur ce qu'une civilisation suffisamment avancée pourrait un jour réaliser. L'écoulement du temps n'est pas fondamental est un énoncé sur ce qu'est la réalité en ce moment même, sous tout le reste, que quelqu'un construise quoi que ce soit ou non. Le premier est une histoire sur le futur. Le second est un fait sur le présent, sur ce présent, celui dans lequel tu es assis. Et c'est le second que Gödel a réellement prouvé. Le voyage dans le temps n'était que le moyen d'y arriver. Et c'est ici que je veux ramener quelque chose que nous avons vu au tout début de cette histoire, parce que la forme devrait être familière maintenant. Pense à 1931. Pense au rêve de Hilbert. Gödel n'a pas apporté un nouveau fait extérieur pour réfuter Hilbert. Il a pris le propre système de Hilbert et a regardé à l'intérieur, et il a trouvé quelque chose que son architecte n'avait jamais prévu. Et maintenant regarde ce qu'il a fait en 1949. Il n'a pas apporté une nouvelle physique extérieure pour réfuter Einstein. Il a pris les propres équations d'Einstein et a regardé à l'intérieur. Et il a trouvé quelque chose que son architecte n'avait jamais prévu. Un univers dans lequel le temps ne s'écoule pas. C'est exactement le même mouvement. C'est la méthode de la généralisation audacieuse, encore. Prendre un système plus au sérieux que son propre créateur ne l'a fait et le suivre jusqu'à la chose, au fond, que le créateur aurait préféré ne pas trouver. Gödel l'a fait à l'arithmétique, et les mathématiciens vivent avec les conséquences depuis un siècle. Il l'a fait à la relativité générale, et la physique a passé 75 ans à prétendre qu'il ne l'avait pas fait. 7e partie. Les 5 étapes. Aux côtés des 4 pages de mathématiques, Gödel a publié un second texte plus court. Il est apparu dans le même volume d'anniversaire pour Einstein et il portait un autre de ses titres caractéristiquement modestes. Une remarque sur la relation entre la théorie de la relativité et la philosophie idéaliste. Une remarque, comme s'il notait juste une pensée passagère. Ce que cet essai contenait réellement était un argument philosophique construit avec le même soin et la même rigueur qu'il apportait aux mathématiques. Il avait 5 étapes. Première étape. Gödel commence par poser une question simple, presque innocente. Que faudrait-il réellement pour que le passage du temps soit réel? Pas pour que le temps existe comme une dimension, une coordonnée. Pour que le passage, l'écoulement, soit une propriété authentique de l'univers. Et il donne une réponse précise. Pour que le passage du temps soit réel, la réalité doit consister en une infinité de couches de maintenant, venant à l'existence l'une après l'autre. Il doit authentiquement y avoir un présent, une fine tranche de maintenant, et le passé doit authentiquement ne plus exister. Et le futur doit authentiquement ne pas encore exister, et le présent doit être la frontière mouvante entre les deux. Deuxième étape, Gödel pointe maintenant que cette image confortable était déjà en sérieuse difficulté avant qu'il n'écrive un seul mot, et elle l'était depuis 1905, depuis la propre théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Le problème a un nom, il s'appelle la relativité de la simultanéité. La relativité restreinte a établi, et cela a été confirmé par l'expérience plus de fois que presque n'importe quelle autre affirmation en physique, que savoir si 2 événements distants se produisent en même temps n'est pas un fait absolu. Cela dépend de comment tu te déplaces. 2 observateurs se déplaçant à des vitesses différentes l'un par rapport à l'autre seront authentiquement en désaccord sur quels événements distants sont simultanés. Et il n'y a pas d'arbitre.
Il n'y a pas d'observateur privilégié dont la réponse serait la vraie. La deuxième étape a déjà coupé profondément. Le présent unique, universel, partagé dont la première étape a besoin, la relativité restreinte l'a déjà emporté. Troisième étape. Gödel soulève maintenant le contre-argument, le sauvetage. Notre univers réel n'est pas abstrait. Il a de la matière dedans, et cette matière est distribuée d'une certaine manière, uniformément aux plus grandes échelles, et elles se dilatent ensemble d'une certaine manière. Et quand tu as un univers comme ça, un univers de Friedman en expansion, le genre dans lequel nous semblons vivre, tu peux faire quelque chose de malin. Tu peux distinguer une famille spéciale d'observateurs privilégiés, ceux qui sont au repos par rapport au mouvement moyen de toute la matière autour d'eux. Et par rapport à cette famille privilégiée, tu peux définir un temps cosmique, sur lequel tous s'accordent. Ça ressemble exactement à la chose que la relativité restreinte avait emportée. Ça ressemble à un présent objectif et universel après tout, restitué par le contenu particulier de notre cosmos particulier. La troisième étape est le sauvetage. Quatrième étape. C'est ici que Gödel fait intervenir son univers en rotation. Et c'est ici que le sauvetage meurt, parce que l'univers de Gödel est aussi une solution parfaitement valide des équations d'Einstein. C'est aussi un cosmos légal, tout autant que les univers de Friedman en expansion. Et dans l'univers de Gödel, le sauvetage de la troisième étape ne fonctionne tout simplement pas. Il n'y a aucun moyen, de définir un temps cosmique cohérent. La quatrième étape montre que le sauvetage de la troisième étape n'a jamais été une propriété des lois de la physique. C'était au mieux une propriété chanceuse d'un type particulier d'univers. Et maintenant, cinquième étape. C'est celle qui porte le coup fatal. Et c'est celle qui, en 75 ans, n'a jamais reçu de réponse. Gödel dit, très bien. Supposons que notre univers soit réellement du type en expansion. Supposons que notre univers ne tourne pas et que le temps cosmique puisse réellement être défini dans notre cosmos particulier. D'accord, accordons tout cela. Ça ne te sauve pas. Parce que Gödel argumente que la simple possibilité physique de son univers en rotation est déjà suffisante pour détruire le temps objectif partout, y compris ici. Et la raison est d'une simplicité dévastatrice. Son univers et le nôtre sont gouvernés par les mêmes lois, les mêmes équations de champ, la même relativité générale. Il y a un seul ensemble de lois et les deux univers leur obéissent. Alors si ces lois permettent un univers dans lequel le temps objectif n'existe pas, alors le temps objectif ne peut pas être une conséquence des lois. Il ne peut pas être quelque chose que les lois exigent. Parce que si les lois l'exigeaient, il apparaîtrait dans chaque univers que les lois permettent. Et il n'apparaît pas. Il est absent de celui de Gödel. Par conséquent, quel que soit le temps cosmique dont nous jouissons dans notre propre univers, il ne vient pas des lois de la physique. Il vient d'autre chose. Il vient des conditions initiales. De l'arrangement particulier spécifique de matière que notre univers se trouve avoir. Le fait que notre matière se dilate uniformément au lieu de tourner. Et voici le marteau silencieux à la fin de la cinquième étape. Une caractéristique qui vient des conditions initiales, de la manière particulière dont la matière s'est trouvée arrangée, n'est pas une vérité fondamentale. C'est un accident, c'est contingent. Cela aurait pu être autrement. Et les accidents, Gödel nous dit, ne sont pas le genre de choses dont la réalité est fondamentalement faite. C'est l'argument du transfert. Il transfère la leçon de l'univers étrange de Gödel sur notre propre univers ordinaire. Et je veux que tu remarques quel type d'argument c'est, parce que c'est exactement le point sur lequel la communauté des physiciens s'est trompée. L'argument du transfert est un argument logique. Il n'est pas empirique. Il ne dépend en aucune façon de si notre univers tourne réellement. Tu ne peux pas y répondre en pointant un télescope vers le ciel, parce que Gödel t'avait déjà accordé ça. La cinquième étape commence par t'accorder que notre univers ne tourne pas, et puis montre que ça n'a pas d'importance. Y répondre nécessiterait une réponse philosophique, une réponse qui engage la logique du transfert lui-même. Et voici le fait. Cette réponse n'a jamais été donnée. La communauté des physiciens, dans l'ensemble, a répondu à l'argument logique de Gödel en mesurant la rotation de l'univers, en la trouvant essentiellement nulle et en considérant l'affaire close. Mais mesurer la rotation n'a jamais été la question. Gödel leur avait dit à l'avance, dans la cinquième étape, que mesurer la rotation n'était pas le sujet. Ils l'ont mesuré quand même, et ils ont appelé ça une réponse. Il y a un petit détail obsédant des dernières années de Gödel. Tout au long de ces dernières décennies, Gödel posait aux cosmologistes qui venaient lui rendre visite à l'Institut la même question. L'univers tourne-t-il enfin ? Et à chaque fois, le cosmologiste visiteur lui disait non. Les observations montrent que non. Ils entendaient ça comme une question sur les données. Ils pensaient qu'il espérait que les télescopes trouveraient un jour une rotation. Mais ce n'est presque certainement pas ce qu'il demandait. C'était un logicien. Il savait mieux que quiconque que la rotation de notre univers n'avait jamais été le point de son argument. Ce qu'il demandait vraiment, à chaque fois, c'était « Est-ce que quelqu'un s'est enfin confronté à ce que j'ai réellement prouvé ?» Est-ce que quelqu'un a répondu à la cinquième étape? Et la réponse à cette vraie question était aussi non. À chaque fois. Huitième partie. Le sentiment n'est pas une preuve. Permets-moi de poser l'objection que tu tiens probablement en ce moment. Parce que c'est l'objection naturelle et c'est celle qui semble sans réponse. L'objection est la suivante. Tout ça est très malin, et la logique est peut-être même sans faille, mais je peux sentir le temps passer. Là, maintenant je le sens.
Je sens cette phrase arriver après la précédente. Je sens mon attention avancer. Je sens le présent se produire. Sûrement ce sentiment, l'expérience la plus directe et la plus immédiate que j'ai, la chose la plus certaine de ma vie entière, sûrement ça compte comme preuve. Sûrement l'univers ne peut pas simplement annuler ce que je vis directement. C'est une objection puissante. Et Gödel, avec la précision qui le définissait, a pris cette objection exacte et l'a démantelée. Pas en niant le sentiment. Il n'a jamais nié le sentiment. Il l'a démantelé en montrant que le sentiment ne peut pas faire le travail que tu lui demandes de faire. Le sentiment est réel. Ce n'est pas la même chose que ce vers quoi il semble pointer étant réel. Et pour voir pourquoi, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu entres à l'intérieur de l'univers de Gödel et que tu y vives un moment. Imagine que tu es né dans le cosmos en rotation que Gödel a décrit. Tu y as vécu toute ta vie. Et je veux que tu te demandes honnêtement à quoi ressemblerait ta vie intérieure. La réponse est le cœur de tout. Alors laisse-la atterrir lentement. Ta vie intérieure dans l'univers de Gödel serait exactement, précisément, indiscernable de ta vie intérieure en ce moment. Tu sentirais les secondes avancer, tu aurais des souvenirs d'un matin, et tu les vivrais comme un passé réel, véritablement révolu. Tu aurais des attentes pour un soir, et tu les vivrais comme un futur réel, véritablement pas encore arrivé. Tu sentirais le présent se produire, cette fine lame de maintenant glissant vers l'avant. Tu percevrais chaque cause venant avant son effet. Tu te sentirais te déplacer à travers le temps. Il n'y aurait rien, absolument rien dans ton expérience subjective pour te dire que quoi que ce soit est différent. Et pourtant, dans l'univers de Gödel, le temps ne passe pas objectivement. Il n'y a pas de maintenant global cohérent dans son cosmos. Il n'y a pas d'ordonnancement objectif de tous les événements en une séquence unique avant et après. La chose que tu sentirais, l'écoulement, n'aurait aucun correspondant objectif là-bas dans l'univers. Le sentiment fonctionnerait vivement, complètement, de manière convaincante, dans un univers où la chose que le sentiment semble rapporter n'existe pas. Maintenant, retourne ça. Assieds-toi avec ce que ça fait à ton objection. Tu as dit « je peux sentir le temps passer », donc le temps passe. Mais tu viens de voir, par construction, que le sentiment du passage du temps peut exister avec pleine intensité dans un univers où le temps ne passe pas. Le sentiment est compatible avec les deux possibilités. Il est compatible avec un univers où le temps s'écoule authentiquement, et il est également compatible avec un univers où il ne s'écoule pas. Et un élément de preuve qui est également compatible avec les deux réponses n'est pas une preuve. Il ne peut pas distinguer entre elles. Il ne peut pas te dire dans quel type d'univers tu te trouves. Ton sentiment de l'écoulement du temps, aussi vif et constant et certain qu'il soit, est simplement silencieux sur exactement la question à laquelle tu voulais qu'il réponde. Gödel savait cela, et il a écrit sa conclusion aussi directement qu'il l'a fait. Le changement, a-t-il écrit, est une illusion ou une apparence due à notre mode spécial de perception. Il ne dit pas que rien n'existe. Il ne dit pas que tu imagines l'univers. Il dit que l'écoulement apparent, le passage apparent, la venue apparente à l'existence d'un moment après l'autre, est quelque chose contribué par celui qui perçoit. C'est le mode spécial de perception que les êtres humains se trouvent à voir. C'est quelque chose que ton type particulier d'esprit fait avec la réalité. Pas quelque chose que la réalité fait d'elle-même. Les intuitions se sont trompées avant. La Terre semble plate. Chaque perception directe que tu as du sol soutient la conclusion qu'il est plat, et la conclusion est fausse. Le soleil semble traverser le ciel tandis que la Terre reste immobile. Chaque perception directe le soutient, et c'est faux. C'est exactement l'inverse. Copernic l'a montré. Galilée l'a confirmé. Gödel affirme que l'écoulement du temps appartient à cette liste. Que c'est la prochaine intuition universelle en ligne pour tomber. La différence est seulement que celle-ci est plus difficile à abandonner, parce que ce n'est pas une croyance sur le sol ou le soleil, c'est une croyance sur la texture même d'être un soi. 9e partie. L'équation sans temps. En 1965, un physicien nommé John Archibald Wheeler, l'homme qui avait inventé le terme trou noir, rencontra un collègue nommé Bryce DeWitt dans un aéroport en Caroline du Nord. DeWitt apportait avec lui une façon particulière d'écrire les équations de la relativité générale, préparées pour une opération spécifique et très ambitieuse. L'opération était de prendre la théorie classique de la gravité, la théorie d'Einstein, et de la quantifier. D'appliquer les règles de la mécanique quantique à elle. L'équation qui en est sortie, connue sous le nom d'équation de Wheeler-DeWitt, a été publiée en 1967. Et elle avait une caractéristique si étrange et si obstinée qu'elle a résisté à toute tentative de la faire disparaître. Voici la chose. L'équation de Schrödinger ordinaire, l'équation centrale de la mécanique quantique, celle que tout étudiant en physique apprend, a une forme spécifique. D'un côté, une description de l'énergie d'un système. De l'autre côté, un terme qui décrit comment l'état quantique de ce système change par rapport au temps. Le temps est là dans l'équation, explicitement, comme une chose par rapport à laquelle l'état évolue. L'équation de Wheeler-DeWitt a une forme différente. Tu prends un opérateur particulier construit à partir de l'énergie de l'univers tout entier et tu l'appliques à l'état quantique de l'univers tout entier. La fonction d'onde de tout ce qui existe. Et l'équation dit que le résultat de cette opération est égal à 0. 0. C'est tout le côté droit. Pas un terme décrivant comment l'état change par rapport au temps. Juste 0. Il n'y a pas de dérivée temporelle dedans. Il n'y a pas de variable temporelle dedans du tout.
Et la signification de cela, une fois que ça s'enfonce, est vertigineuse. La fonction d'onde de l'univers entier, l'unique état quantique qui, dans ce cadre, encode tout ce qui existe, tout ce qui a jamais existé et existera jamais, n'évolue pas. Elle ne change pas d'un moment au suivant. Parce que selon cette équation, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de suivant. L'univers décrit à ce niveau le plus fondamental est simplement, il est statique, il est intemporel, il est complet d'un seul coup, avec rien qui s'écoule et rien qui advient. Ce zéro n'est pas une erreur. L'intemporalité est forcée. C'est une conséquence directe et inévitable de l'un des principes les plus profonds de la relativité générale, un principe appelé covariant général. Maintenant, arrête-toi et regarde où nous sommes arrivés et comment nous y sommes arrivés. En 1949, Gödel a pris la relativité générale classique et, à travers une solution spécifique, élégante, artisanale, a montré que les lois permettent des univers dans lesquels l'écoulement du temps n'est pas réel. 18 ans plus tard, dans un effort complètement séparé, avec des motivations complètement différentes, Wheeler et DeWitt ont pris la même théorie et l'ont quantifiée. Ils n'essayaient pas de confirmer Gödel, ils essayaient de construire la gravité quantique. Et l'équation à laquelle ils sont arrivés n'avait pas de temps dedans non plus. Deux routes complètement indépendantes, deux méthodes sans rapport, des décennies d'écart, poursuivies par des gens qui couraient après des objectifs différents. Et les deux routes sont arrivées à la même destination. Le temps n'est pas fondamental. Quand deux voyageurs qui sont partis de villes différentes, par des routes différentes, sans se suivre, sans même savoir qu'ils allaient dans la même direction, arrivent au même endroit reculé et improbable, tu commences à soupçonner que l'endroit est véritablement là, que ce n'est pas un mirage qu'un seul d'entre eux a conjuré. 10e partie. Le temps est comme la température. Si la description fondamentale de l'univers n'a pas de temps dedans, alors une question très naturelle et très urgente suit immédiatement. Pourquoi ressens-tu le temps du tout ? Au début des années 90, deux physiciens, Carlo Rovelli et Alain Kohn, ont proposé une réponse. Elle s'appelle l'hypothèse du temps thermique, et elle tourne autour d'une idée très ordinaire. L'idée est la différence entre ce qu'une chose est et ce à quoi elle ressemble d'un point de vue partiel. Commence par quelque chose de familier, la température. Tu sais ce qu'est la température, tu peux la sentir. Une tasse de café est chaude, un verre d'eau est frais, l'air d'une nuit d'hiver à Paris est froid. La température semble être une propriété fondamentale des choses autour de toi. Mais voici ce qu'un physicien sait sur la température. Un seul atome n'a pas de température. C'est une question dépourvue de sens à poser. La température n'existe que quand tu as un nombre énorme d'atomes ensemble, et c'est une mesure de leur agitation moyenne, l'énergie moyenne de leur mouvement aléatoire. La température est une propriété statistique. Elle émerge. Elle est réelle, complètement réelle. Tu peux la mesurer avec un thermomètre et elle te brûlera ou te refroidira. Mais elle n'est pas fondamentale. C'est à quoi un immense ensemble de petits faits intemporels sur des atomes individuels ressemble quand tu cesses de suivre les atomes individuels et que tu ne prends en compte que la moyenne. Rovelli et Kohn ont proposé que le temps est exactement comme ça. Le temps, ont-ils argumenté, n'est pas écrit dans les lois fondamentales de l'univers. Le niveau fondamental peut être précisément aussi intemporel que l'équation de Wheeler-DeWitt le dit. Mais nous n'avons pas accès au niveau fondamental. Nous ne voyons jamais l'état quantique intemporel sous-jacent de tout dans son détail exact et complet. Ce que nous voyons, c'est le monde macroscopique. Nous voyons des moyennes, nous voyons des approximations, nous voyons une description grossière, floue, partielle de la réalité. Et voici le cœur de l'hypothèse. Quand tu prends une réalité intemporelle sous-jacente et que tu la décris avec les outils mathématiques que nous utilisons pour une connaissance partielle, statistique, à gros grains, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un flux apparaît. Un paramètre émerge naturellement des mathématiques, et ce paramètre se comporte exactement comme le temps. Non pas parce que le temps était là dans la réalité sous-jacente, il n'y était pas, mais parce que ta vue partielle, floue, incomplète d'une réalité intemporelle génère l'apparence d'écoulement, l'apparence d'une chose après l'autre, toute seule. Le temps, selon cette vue, émerge de notre ignorance. Pas l'ignorance comme un échec, pas l'ignorance comme une erreur que nous pourrions corriger, mais l'ignorance comme un fait structurel d'être une créature large, chaude, macroscopique, qui ne peut jamais percevoir que la moyenne floue de la réalité et jamais le tout microscopique exact et complet. L'écoulement du temps est la forme que prend un univers intemporel quand il est regardé par quelque chose qui ne peut pas le voir en entier d'un seul coup. C'est une lecture de thermomètre. C'est la lecture sur l'instrument d'un univers qui ne possède pas, au niveau le plus profond, la chose que l'instrument semble mesurer. Alors maintenant, tu peux voir la forme complète de la convergence. 3 routes. La relativité générale classique, par Gödel en 1949. La quantification de la gravité, par Wheeler et DeWitt à la fin des années 60. Et la thermodynamique quantique, par Rovelli et Kohn au début des années 90. 3 points de départ différents. 3 cadres mathématiques différents. 3 groupes de personnes qui, pour l'essentiel, ne travaillaient pas sur les problèmes des autres et n'essayaient pas d'atteindre les conclusions des autres. Et les 3 routes, suivies honnêtement jusqu'à leur fin, arrivent au même endroit. L'écoulement du temps n'est pas une caractéristique fondamentale de l'univers.
L'écoulement que tu ressens n'est pas une propriété de la réalité. C'est, dans un sens précis, une propriété de toi. Le physicien Lee Smolin, dans un livre intitulé La Renaissance du temps, argumente avec force pour le contraire. Smolin insiste que le temps est réel, qu'il est fondamental, que c'est la seule chose que nous ne devrions pas abandonner. Et son argument central est aigu et mérite un vrai respect. Il argumente que les physiciens ont été séduits par l'élégance et la beauté de leur modèle mathématique intemporel, au point de commettre une erreur fondamentale. L'erreur de confondre la carte avec le territoire. Une équation intemporelle, dit Smolin, ne prouve pas une réalité intemporelle, pas plus qu'une photographie immobile d'une rivière ne prouve que la rivière ne coule pas. Et le débat entre la vue de Smolin et la vue intemporelle est authentique, il est ouvert. Des gens brillants siègent des deux côtés. Mais quand tu déposes les poids sur la balance et que tu regardes honnêtement, le plateau penche dans une direction. 11e partie, le scandale du silence. Il y a une tentation quand tu arrives à cette partie de l'histoire de recourir à l'explication dramatique, de dire que la preuve a été supprimée. D'imaginer un establishment de la physique qui a vu ce que Gödel avait montré et a pris une décision collective et silencieuse de l'enterrer. Ce n'est presque certainement pas vrai. Il n'y a pas eu d'agence, il n'y a pas eu d'ordre. Il n'y a pas eu de réunion où quiconque a décidé de détourner le regard. La vérité est plus terne qu'un complot, et une fois que tu la vois vraiment, elle est aussi plus triste et bien plus dérangeante qu'un complot ne l'aurait été. Ce qui s'est réellement passé, c'est que le résultat de Gödel est tombé dans un fossé. Le fossé entre deux disciplines. Et aucune des deux ne l'a réclamé. Les physiciens ont regardé les 4 pages et l'essai compagnon, et ont vu dans l'essai de la philosophie. Du discours sur la philosophie idéaliste, sur la nature du maintenant, sur ce que ça signifie pour le temps d'être réel. Et les physiciens, par formation et par tempérament, tentent à considérer ce genre de discours comme pas tout à fait leur département. Alors ils ont pris la solution mathématique, ont reconnu qu'elle était valide, l'ont classée sous curiosité intéressante et ont laissé la philosophie à quelqu'un d'autre. Et les philosophes, de leur côté, ont regardé le travail et ont vu de la relativité générale, dense en équations de champ et en constante cosmologique. Et beaucoup d'entre eux ont conclu que ce n'était pas tout à fait leur département non plus. Chaque côté a regardé le résultat, a vu la partie qui appartenait à l'autre côté, et l'a posée. Et la chose la plus conséquente dite sur la nature du temps depuis le propre travail d'Einstein est simplement restée là, prenant la poussière. Le philosophe Pál Yorgro, qui a écrit plus soigneusement que presque quiconque sur ce sujet, dans un livre intitulé A World Without Time, a appelé la négligence du travail de Gödel sur le temps l'un des grands scandales de l'histoire intellectuelle moderne. Mais remarque que c'est un scandale d'inattention, pas un scandale de conspiration. Et c'est la partie véritablement inquiétante. Un complot, au moins, requiert que quelqu'un ait compris le résultat et l'ait pris assez au sérieux pour vouloir le cacher. Ce qui s'est réellement passé n'a exigé de personne qui le comprenne et de personne qui le prenne au sérieux du tout. Cela a juste exigé que le résultat n'appartienne au travail de personne. Et ça devrait te déranger plus qu'une dissimulation, parce qu'une dissimulation est rare et dramatique. Tandis que ceci, la mise en jachère d'une chose vraie et importante, simplement parce qu'elle se trouvait dans la couture entre deux domaines, c'est ordinaire. C'est comme ça qu'une grande partie de la connaissance est tranquillement perdue, pas détruite, juste non réclamée. La physique a continué à trouver des boucles temporelles partout. En 1963, le mathématicien Roy Kerr a trouvé la solution exacte décrivant un trou noir en rotation. Et profondément à l'intérieur de la solution de Kerr, les mathématiques contiennent des courbes fermées de type temps. En 1974, le physicien Frank Tipler a montré qu'un cylindre en rotation produirait aussi des courbes fermées de type temps. En 1988, Kip Thorne et ses étudiants ont montré qu'un trou de verre pourrait être transformé en machine à voyager dans le temps. La théorie ne produisait pas à contre-cœur des boucles temporelles dans un coin bizarre. Elle les produisait naturellement, abondamment, dans une large gamme de conditions, encore et encore. Et la réponse à chaque fois suivait le même schéma. Trouver une raison pour laquelle tu ne pourrais pas atteindre les boucles. L'intérieur du trou noir est probablement instable. Le cylindre devrait être infiniment long. Le trou de verre nécessiterait de la matière exotique. Chacune de ces objections est raisonnable en ses propres termes, mais remarque le schéma. Les équations produisent des boucles temporelles. La réponse est toujours de trouver une raison d'ingénierie pour laquelle tu ne peux personnellement pas y accéder. La réponse n'est presque jamais de s'arrêter et de poser la question plus profonde, la question de Gödel. Pourquoi la théorie continue-t-elle de les produire? Que nous dit la théorie sur la nature du temps si cette structure continue de tomber d'elle partout où nous regardons? L'exemple le plus clair de l'évitement est la réponse de Stephen Hawking. En 1992, Hawking a publié un article proposant la conjecture de protection chronologique. Son idée était que des effets quantiques, pas encore pleinement compris, interviendraient et empêcheraient les courbes fermées de type temps de se former jamais. Que l'univers protège d'une manière ou d'une autre l'ordonnancement de cause et effet. Il a même offert une ligne mémorable, suggérant qu'il existe une agence de protection chronologique qui garde l'univers sûr pour les historiens. Mais regarde attentivement ce que c'est réellement. Regarde ce seul mot dans le titre. Conjecture.
Pas théorème, pas loi, pas preuve. Une conjecture est une supposition éclairée. Hawking n'a pas prouvé que l'univers interdit les boucles temporelles. Il a proposé qu'il le doit et a offert quelques arguments pour les cas spécifiques. Et pense à ce que l'existence même de cette conjecture admet. Hawking a conclu que le problème était assez sérieux pour nécessiter un nouveau principe de physique, inventé spécifiquement pour interdire quelque chose que les équations existantes permettent explicitement. C'est une chose extraordinaire à nécessiter. Et il ne pouvait pas prouver que le nouveau principe était vrai. La conjecture de protection chronologique n'est pas une réfutation de Gödel. C'est un monument à combien la physique en voulait une, et ne pouvait pas en construire une. 12e partie, à court de temps. Nous sommes le 14 janvier 1978. L'endroit est l'hôpital de Princeton dans le New Jersey. Et dans un fauteuil dans une chambre, il y a un homme. Il pèse environ 29 kilos. Sa stature n'a jamais été grande et maintenant elle sait, d'une manière lente et terrible, consumer elle-même. Ses joues sont creuses, ses poignets sont à peine plus larges que les os à l'intérieur. Son nom est Kurt Gödel. Il a 71 ans. Il est l'homme qui a prouvé que les fondements des mathématiques ne peuvent jamais être rendus sûrs et qui a prouvé que l'écoulement du temps pourrait ne pas être réel et qui a marché pendant 10 ans aux côtés d'Albert Einstein comme la seule personne qu'Einstein considérait comme un véritable égal. Et il n'a pas mangé correctement depuis des mois. Comment un esprit comme celui-là arrive dans ce fauteuil est une chose difficile à raconter. Mais ça doit être raconté doucement, et ça doit être raconté parce que c'est la partie la plus vraie de l'histoire. Pendant la plus grande partie de sa vie adulte, Gödel avait porté la peur que nous avons rencontrée pour la première fois quand il avait 8 ans, lisant un manuel médical sur son propre cœur. La peur que son corps était en train de lâcher. La peur qui s'est approfondie au fil des décennies en une conviction fixe et inébranlable qu'on l'empoisonnait. Et pendant très longtemps, il y avait eu une seule défense suffisante contre cette peur. Et son nom était Adèle, sa femme, la danseuse. La femme chaleureuse et pratique qui l'appelait son gaillard, qui n'était intimidée ni par son génie ni par sa terreur. Adèle avait une fonction dans la vie de Gödel qu'aucun théorème ne pouvait remplir et qu'aucun honneur ne pouvait remplacer. Elle préparait sa nourriture, et surtout, elle la goûtait d'abord. Elle se tenait chaque jour entre son mari et la chose qui lui faisait le plus peur. Tant qu'Adèle goûtait la nourriture, Gödel pouvait manger. La peur était tenue en respect, non par la raison, parce que la raison n'avait jamais pu la toucher, mais par elle. Fin de 1977, Adèle a souffert d'un accident vasculaire cérébral. Elle a été hospitalisée pendant des mois. Elle ne pouvait pas rentrer à la maison, elle ne pouvait pas cuisiner, elle ne pouvait pas goûter. Et la seule défense qui s'était tenue entre Kurt Gödel et sa plus ancienne peur avait soudainement disparu. Et sans elle, il ne mangeait pas. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de nourriture. Des amis apportaient des repas. L'Institut s'organisait pour l'aider. Les infirmières essayaient tout ce qu'elles pouvaient imaginer. C'est que la nourriture, non goûtée par Adèle, tombait du mauvais côté d'un mur à l'intérieur de son esprit. Un mur construit d'un raisonnement parfait, hermétique, intérieurement cohérent. Un mur qui ne se souciait pas, ne s'était jamais soucié qu'il fût construit sur quelque chose de faux. Le certificat de décès a enregistré la cause du décès comme malnutrition et inanition, provoquée, disait-il, par un trouble de la personnalité. Et le biographe de Gödel, John Dawson, a écrit la phrase qui reste, je crois, l'épitaphe la plus précise et la plus déchirante qu'un logicien puisse jamais recevoir. Dawson a écrit que Gödel, incapable d'échapper à la logique intérieure de sa paranoïa pour adopter, pour ainsi dire, une perspective métathéorique, a succombé à la famine dans l'emprise de sa peur obsessionnelle d'être empoisonné. Et puis Dawson a ajouté une dernière clause. Comme les actions d'un habitant dans l'un de ces univers intemporels que Gödel avait imaginés, sa mort était, et n'était pas de sa propre volonté. Je veux que tu sentes la pleine et terrible symétrie de la manière dont la vie de cet homme s'est close. Tout le génie de Gödel, son mouvement signature unique, répété à travers l'arithmétique et à travers la relativité générale, c'était la capacité de sortir d'un système formel et de voir la vérité à son sujet que le système ne pouvait pas voir sur lui-même. C'était l'incomplétude, c'était toute la méthode. Tu ne peux pas pleinement comprendre un système de l'intérieur, tu dois grimper dehors. Prendre la perspective méta, regarder d'en haut. Il pouvait faire ça avec les structures formelles les plus profondes que les êtres humains aient jamais construites. Il le faisait mieux que quiconque ait jamais vécu. Et à la fin, le seul système formel dont il ne pouvait pas sortir, la seule structure dont il ne pouvait pas atteindre la vérité cachée parce qu'il était piégé à l'intérieur, c'était son propre esprit. La logique de sa peur était hermétique, elle était cohérente. Elle était, à sa sombre manière, un système formel parfait. Et il ne pouvait pas obtenir de perspective métathéorique dessus. Il ne pouvait pas sortir. L'homme qui a enseigné au monde qu'aucun système ne peut pleinement se voir lui-même est mort comme preuve vivante de son propre théorème. Enfermé à l'intérieur d'une structure dont il ne pouvait pas s'échapper. Et l'homme qui a prouvé que le passage du temps est très probablement une illusion est arrivé à court de temps de la manière la plus littérale, la plus viscérale et la plus humaine qu'une personne puisse connaître. Il a laissé derrière lui 4 pages. 4 pages dans le volume 20 et un des Reviews of Modern Physics. Elles sont là depuis maintenant plus de 75 ans. Elles n'ont jamais été réfutées.
Dans les décennies depuis la mort de Gödel, sa conclusion a été indépendamment confirmée. Pas par des gens qui le défendaient, mais par des gens qui poursuivaient des problèmes sans rapport. 3 routes. La même destination. Et toi? Tu es quelque part en ce moment en train d'écouter ceci, et tu peux sentir le temps passer. Tu peux le sentir dans la manière dont ces mots semblent arriver les uns après les autres. Tu peux le sentir dans la manière dont ton attention avance. Dans la manière dont cette phrase semble se produire maintenant, tandis que la phrase d'avant a déjà glissé dans un passé achevé et réglé. Ce sentiment est le fait le plus intime de ta vie consciente. Il est si fondamental que sans lui, tu ne sais pas si tu te reconnaîtrais, si l'expérience elle-même serait même possible. Nous avons passé toute cette vidéo avec ce sentiment. Et ici, à la fin, c'est là que nous devons le laisser. Exactement où Gödel l'a laissé. Et exactement où Einstein a été laissé. Tenant une preuve qu'il ne pouvait pas briser. Le sentiment est réel, nous ne l'avons jamais nié. Quelque chose se produit authentiquement en toi tandis que tu écoutes. Mais le sentiment étant réel n'est pas la même chose que ce vers quoi il pointe étant réel. Un observateur à l'intérieur de l'univers de Gödel sentirait tout ce que tu sens en ce moment, avec la même intensité et la même certitude, dans un univers où le temps ne passe objectivement pas du tout. Et donc, le sentiment, aussi vif qu'il soit, ne peut pas te dire dans quel type d'univers tu te trouves. Il est silencieux sur exactement la question à laquelle tu veux le plus une réponse. Les équations, les mêmes équations qui prédisent les orbites des pulsars binaires avec une précision stupéfiante, les mêmes équations qui ont dit aux physiciens exactement quand et où chercher pour capter les ondes gravitationnelles de 2 trous noirs entrant en collision à 1 milliard d'années-lumière de distance, ces équations ne contiennent pas l'écoulement. La rivière n'est pas dans les mathématiques, elle n'est peut-être qu'en toi. Gödel le savait. Il le savait pendant ses longues promenades sous les arbres de Princeton. 2 exilés d'un monde disparu parlant des propriétés les plus profondes du nouveau monde qu'ils avaient trouvées à l'intérieur des équations. Il le savait quand Einstein est mort et que les promenades se sont arrêtées et que le silence a commencé à se refermer. Il le savait alors qu'il regardait la communauté des physiciens classer son résultat et tranquillement changer de sujet, décennie après décennie. Je ne vais pas te dire que le temps est une illusion. Je ne pense pas que cette vidéo ait le droit de te le dire. Et je ne pense pas que quiconque ait encore gagné le droit de le dire comme un fait établi. Le débat est réel et il est ouvert. Mais je vais te laisser avec la question. Parce que la question est le cadeau honnête. Le même cadeau que Gödel a remis à Einstein un jour d'anniversaire en 1949. Et la voici. Si l'écoulement du temps n'est pas dans les lois de la physique, s'il n'est pas quelque chose que l'univers fait, mais quelque chose qu'un type particulier d'esprit fait, quand il regarde un univers qui est simplement, intemporellement, alors qu'est-ce qui exactement arrive en ce moment même, tandis que cet instant semble arriver, et semble passer, et semble être parti.